Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Alexandra Garosi qui va vous présenter un cas clinique que nous avons vu à l'hôpital de jour Centre Expert Schizophrénie d'un patient dont l'une des problématiques était des TOC persistants dans un contexte de traitement par clozapine. Donc, on va vous présenter le cas clinique, les questions qu'il soulève et dans un deuxième temps, la revue de littérature pour essayer de répondre à ces questions et on verra qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Alexandra, c'est à toi. Bonjour, je vais commencer ce diaporama sur TOC et schizophrénie. Donc, voilà. D'abord, le cas clinique. Donc, c'était un patient de 40 ans qui a été vu au centre expert. Donc, il a été vu 3 fois. Donc, il y a la V0 qui est la visite initiale. Ensuite, on l'a vu à 1 an, V1, et à 2 ans, V2. Donc, c'était un patient qui avait comme antécédent une hypertriglycéridémie non traitée. Au niveau des toxiques, donc il avait tabac sevré, de l'alcool occasionnel et un cannabis qui était sevré depuis 1998, ce qui correspond au début de son entrée dans la schizophrénie. Alors, au niveau de son mode de vie, c'était un patient qui était assez déficitaire, très peu autonome. Il avait, donc, comme il ne travaillait pas, donc il avait l'âge comme revenu. Il fréquentait le CMP, donc l'HDJ. Par contre, il avait une activité sportive de tennis environ 1h30 par semaine. Ah, tu as passé trop vite. Pardon. Alors, au niveau de son histoire, donc, il a vu premier épisode donc, psychotique en 1998 dans un contexte de consommation donc, de cannabis. Il avait fait 2 épisodes psychotiques dans sa vie avec plusieurs hospices. Ça représentait environ 4 mois donc, dans sa vie. Au niveau des comorbidités, donc, il avait donc, des TOC de vérification qui étaient apparus depuis 2011. Au niveau des traitements, donc, il a eu un premier antipsychotique, malheureusement, on n'avait pas le nom. Ensuite, il a eu de l'olanzapine, qu'il n'aurait pas bien toléré, mais on n'avait pas plus d'infos par rapport à ça. Donc, quand il arrive lors de sa visite initiale, il avait de la clozapine à 400 mg donc, depuis 1998. Donc là, la V0, pardon, c'était en 2018. Il avait donc du valproate, de l'escitalopram donc, pour le TOC et de la tropatépine à 10 mg. Alors, lorsque le patient arrive donc à la visite initiale, donc ce qu'on fait d'abord, effectivement, c'est un examen clinique, un interrogatoire. Donc là, il y a eu cet examen clinique donc, qui révélait effectivement un surpoids avec un IMC à 27, un périmètre abdominal augmenté à 109, donc sachant que c'est à moins de 94 donc, pour les hommes. Et il avait donc des symptômes à type de diarrhée constipation depuis pas mal d'années. Donc ensuite, on fait un entretien psychiatrique donc avec le patient. Donc effectivement, on retrace un peu l'histoire, les antécédents notamment de traitement. On fait passer aussi des hétéroquestionnaires et il y a un bilan neuropsy. Donc là, on retrouve une schizophrénie donc avec des symptômes négatifs importants, des TOC de vérification et rangements sévères et des troubles cognitifs, surtout donc au bilan neuropsy qui portaient sur l'attention et la mémoire. Ensuite, on fait passer au patient des imageries, donc IRM et SPECT. Donc là, il avait passé un SPECT qui avait montré donc, des hypoperfusions diffuses. Donc, c'était compatible avec une pathologie psychiatrique type schizophrénie. Alors, au niveau des échelles, rapidement, donc, on lui a fait passer une PANSS. Donc, c'est un hétéroquestionnaire, donc c'est pour les symptômes. Donc, ça regroupe les symptômes positifs, négatifs, la psychopathologie globale. Donc, 71, donc, ça correspond à des symptômes modérés. La CDSS, donc, c'est l'hétéroquestionnaire, la Calgary, donc, pour la dépression et la schizophrénie. Donc, à plus de 6, c'est une dépression. Donc là, il n'y a pas de dépression associée. Birchwood, donc, c'est un auto-questionnaire pour l'insight. Donc, entre 9 et 10, c'est un insight qui est plutôt bon. Bars, c'est un hétéroquestionnaire pour l'observance. Donc là, on avait 100%. Alors, l'EGF, c'est un hétéroquestionnaire sur le fonctionnement, mais ça regroupe les symptômes et le fonctionnement. Donc, parfois, selon si on considère symptômes et fonctionnement, on peut avoir des résultats un petit peu contradictoires. Donc, vous allez voir au cours du cas clinique, on trouve des résultats un petit peu étranges. Donc, là, 60, c'est une altération modérée du fonctionnement. Et il avait donc des symptômes extra-pyramidaux, mais qui n'étaient pas très, très importants. Alors, ensuite, il a eu un bilan biologique. Donc, avec l'hypertriglycéridémie, hypo-HDL et donc les périmètres abdos augmentés, on avait donc un syndrome métabolique. Au niveau de la CRP, donc elle était à 1,3. Donc, entre 1 et 3, ça correspond à un risque intermédiaire cardiovasculaire. Et on voit que le valproate était sous-dosé. Et au niveau des phénotypes, donc il n'était pas hyper ou hypométabolisateur. Alors, on fait toujours des recommandations donc, au centre expert donc, sur le plan pharmaco et non pharmaco.
Donc là, au niveau pharmaco, le but, c'était d'arrêter le valproate parce qu'il n'y avait pas de trouble de l'humeur et le patient était de toute façon sous-dosé, donc ce n'était pas du tout efficace. Pour les symptômes, donc majorer la clozapine et éventuellement penser à une bithérapie clozapine aripiprazole. Au niveau non pharmacologique, on avait pensé donc à de faire de la TCC donc pour les TOC. Prise en charge diététique, donc c'était aller consulter effectivement un diététicien pour effectivement améliorer le régime alimentaire et poursuivre l'activité sportive, puisque ce patient donc, pratiquait le tennis. Alors, on le voit ensuite à 1 an. Donc, à 1 an, donc, le patient donc, il a donc arrêté le valproate. On est passé de l'escitalopram à la sertraline pour les TOC à 100 mg. Il n'a pas commencé la TCC et il n'a pas du tout modifié son régime alimentaire. Au niveau donc, des scores, on voit que la PANSS, donc plus elle est basse, moins il y a de symptômes. Donc là, on voit que les symptômes, donc il y a moins de symptômes. Au niveau de l'EGF, par contre, c'est l'inverse. Donc plus c'est élevé, plus il y a un fonctionnement qui est amélioré. Donc là, il y a un meilleur fonctionnement, moins de symptômes. Et par contre, malheureusement, les TOC, la symptomatologie était inchangée. Au niveau biologique, comme il n'a pas du tout modifié son régime alimentaire, on a toujours donc, ce syndrome métabolique. La CRP qui continue à s'élever. Et on avait la clozapinémie, la norclozapinémie. Donc, les deux étaient quand même au-dessus des normes. Mais il n'y avait pas de symptômes de mauvaise tolérance associés. Du coup, donc, on a décidé de maintenir la clozapine tant qu'effectivement la tolérance était bonne. Et l'idée était de réévaluer le traitement par sertraline, parce qu'il n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'effets sur les TOC. Et au niveau non pharmaco, c'était comme V0, la TCC, le régime alimentaire et l'activité sportive. Donc la V2, 1 an plus tard, donc le patient il est passé à une sertraline 150 mg. L'epticure a été baissé à 5. Ensuite, il a commencé la TCC et il avait commencé à un peu mieux manger, mais il continuait quand même à consommer beaucoup d'aliments sucrés. Alors, au niveau de la PANSS, donc elle se maintient donc au niveau des symptômes. Par contre, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'EGF où on a quand même quelque chose d'assez spécial. C'est qu'on a l'impression que ça s'aggrave au niveau où le fonctionnement est moins bon. Alors, pourtant, les symptômes sont améliorés. Donc, c'est peut-être parce que dans un cas, on avait plus considéré les symptômes que le fonctionnement. Et au niveau des TOC, la symptomatologie, malheureusement, toujours inchangée. Alors, au niveau biologique, donc pareil, toujours syndrome métabolique. La CRP qui augmente entre V0 et V2, donc on est passé de 1,3 à 2,1. Et par contre, les normes de clozapinémie, norclozapinémie, enfin les dosages qui étaient vraiment très, très augmentés, avec là vraiment un fort risque épileptogène. Donc, au niveau des recommandations, étant donné que la CRP s'élevait beaucoup, donc on a pensé à s'élevait quand même pas mal au fil des années. On pensait à une stratégie anti-inflammatoire. Donc ça passe déjà par la perte de poids. Donc là, c'est un suivi diététique renforcé. Donc déjà entre 2018 et 2020, au niveau des recommandations alimentaires, donc on a modifié, c'est-à-dire plus vraiment dire aux patients d'aller consulter quelqu'un, un diététicien, mais plutôt lui donner des recommandations directement pour que ce soit plus simple pour lui, plus accessible. Donc, on donne plusieurs recommandations. Là, je vous ai mis un exemple. Déjà, on recommande le régime méditerranéen, donc plus de légumes, plus de poissons, des huiles d'olive, etc. Donc, par exemple, d'augmenter les protéines, de consommer des aliments verts, donc pour prévenir le syndrome métabolique, pour maintien du microbiote intestinal. Ensuite, on a la N-acétylcystéine, qui est un acide aminé qui est précurseur du glutathion, donc qui a un effet antioxydant l'organisme, et la vitamine D, donc, qui est immunomodulatrice, et donc beaucoup de gens en manquent, et toujours donc, la TCC et la poursuite de l'activité sportive. Au niveau des traitements, donc arrêter la trombazépine parce que le patient n'avait pas vraiment de symptômes extrapyramidaux, et puis ça aggrave malheureusement les troubles cognitifs qu'il présente. Au niveau de la clozapine, alors, il y avait un surdosage donc, biologique et il y avait, ça j'ai oublié de vous le dire, des effets secondaires qui étaient apparus entre V1 et V2. Donc, le patient avait une hypersialorée, une hyperhidrose, il avait une gynécomastie. Donc, on a le risque épileptogène et la clozapine possiblement peut aggraver les TOC. Donc, ça, je vais l'aborder dans la deuxième partie. Pour la sertraline, donc l'idée, c'était de l'arrêter parce que inefficace à 150 sur les TOC, une interaction atropiste cardiaque avec la clozapine. Donc, l'idée, c'était de switcher pour un antipsychotique qui a une efficacité anti-TOC, comme la misulprine, ou par exemple, s'il y a une mauvaise tolérance à l'haloperidol et l'aripiprazole. Donc, cet effet anti-TOC de ces molécules, c'est dû effectivement à leur affinité pour les récepteurs donc D2, D3, qui sont prouvés comme étant effectivement des récepteurs impliqués dans les TOC. Donc, ça, du coup, je vais l'aborder maintenant.
Alors, au niveau de la littérature et des TOC. Donc, rapidement, donc les TOC, on sait, c'est des obsessions ou des compulsions. Donc, en général, ça commence assez tôt, 65% avant 25 ans et 15% après 35 ans. En population générale, la prévalence est quand même assez importante, 2 à 3%. Mais chez les patients schizophrènes, elle peut atteindre 15%, donc enfin, une variable entre 3, 5 et 25. Au niveau physiopathologie, excusez-moi, c'est dû serait dû à une hyperactivité des ganglions de la base, donc qui module le comportement et les mouvements, et du cortex singulaire antérieur et du cortex orbitofrontal qui sont impliqués dans la régulation émotionnelle. Donc, au niveau, donc pour poursuivre la physiopathologie, donc on aurait une implication de 3 systèmes, la sérotonine, le glutamate et la dopamine. Donc, la sérotonine, donc ce serait dû à un déficit en sérotonine. Donc, sur ça, c'est l'idée la plus véhiculée parce que du coup, le traitement de première intention des TOC, donc c'est les ISRS à forte dose. Donc, on donne en première intention. Donc, il y en a 5 qui ont l'AMM, donc les citalopram et la sertraline que le patient a pu prendre, fluoxétine, paroxétine et fluvoxamine. Ensuite, on a le glutamate, donc, qui est une molécule excitatrice du système nerveux central. Donc, les TOC impliqueraient trop de glutamate. Donc, là, du coup, je vous présente donc 2 méta-analyses, donc une de 2018 et une de 2019, donc avec 790 et 1216 patients. Donc, c'était des patients qui étaient résistants, donc qui avaient pris des ISRS à forte dose pendant au moins 8 semaines. Et ces patients, en fait, on essayait de voir si on pouvait améliorer leur TOC en donnant des agents potentialisateurs, donc soit des agents glutamatergiques, soit des antipsychotiques. Donc, on mettait 2 groupes, donc un groupe avec ISRS plus antipsychotique ou ISRS plus agent glutamatergique et ISRS plus placebo. Donc, l'étude montrait que dans les agents glutamatergiques, il y avait le topiramate, lamotrigine et mémantine qui étaient supérieurs au placebo. Donc, topiramate, lamotrigine, donc des antiépileptiques, et la mémantine, c'est un antagoniste du récepteur NMDA, qui est un récepteur du glutamate, qui est utilisé dans l'Alzheimer. Alors, pour le système dopaminergique, donc on aurait une hyperdopaminergie. Donc, en particulier, ça impliquerait les récepteurs D2 et D3. Donc, ça a été vu dans une méta-analyse de 2014 sur 431 patients. Donc, on voyait qu'en fait, on testait l'efficacité des antipsychotiques dans les TOC. Et on s'apercevait que plus l'affinité des antipsychotiques était importante pour les récepteurs D2 et D3, plus ils avaient d'efficacité sur les TOC. Donc là, je reprends les méta-analyses, donc les 2 méta-analyses dont j'ai parlé juste avant. Donc, l'utilisation d'ISRS plus des antipsychotiques en potentialisation. Donc, on voyait une efficacité de risperidone, aripiprazole, olanzapine, quetiapine, haloperidol. Par contre, on voyait qu'il y avait une moindre efficacité des antipsychotiques s'il y avait des TOC plus des comorbidités comme dépression et tic. Alors, pour parler de TOC et schizophrénie, dans la littérature, on trouve pas mal le terme de schizo-obsessive disorder. Et du coup, il y a plusieurs études qui sont intéressées à ce profil justement de patients schizophrènes avec des TOC, notamment une revue de littérature de 2019. Alors, on voit que globalement, il y a à peu près le même profil au niveau des symptômes que les TOC non schizophréniques. Donc, c'est-à-dire les obsessions, les compulsions, c'est majoritairement tout ce qui est obsession pour effectivement la contamination, mais des compulsions de lavage. Au niveau des facteurs de risque, on a la précocité de la schizophrénie, la dépression et les idées suicidaires actuelles. Il faut savoir que dans les TOC, en général, peuvent précéder l'apparition de la schizophrénie, donc dans 40% des cas. Ensuite, il y avait 40%, c'était en même temps que la déclaration de la schizophrénie, et 20% après. Et que les TOC dans la schizophrénie s'associent à une détérioration du fonctionnement, détérioration du fonctionnement prémorbide, altération du fonctionnement social et à des dépressions plus sévères. Alors, pour parler de la clozapine, 2 minutes. Donc, par rapport à notre patient, donc, on partait de l'hypothèse qu'effectivement la clozapine pouvait donc aggraver les TOC. Donc, ça, c'est une idée qui est développée, qui a été développée plusieurs fois dans la littérature. Donc, effectivement, que la clozapine pourrait soit provoquer des TOC, soit en tout cas les aggraver. Alors, au niveau de la physiopathe, donc, on essaie de voir, donc je vais essayer juste de regarder, donc est-ce que ça pourrait plutôt traiter les TOC ou plutôt les aggraver. Donc, dans la littérature, c'est plus tendance à dire que ça pourrait les aggraver. Mais globalement, donc, si on part
simplement au niveau de la physiopathe, si ça pouvait être un traitement, donc ce serait par un effet anti-D2, anti-D3. Dans la littérature, globalement, il y a des choses qui ressortent, mais c'est des niveaux de preuve très faibles. On a par exemple deux case reports. On avait une femme de 21 ans, une femme de 27 ans, donc pas schizophrène, chez qui on donnait de la clozapine de 300 à 600 pendant 4 semaines, une pendant 4 mois. Et globalement, il y avait une diminution des TOC. Mais voilà, c'est des case reports. Ensuite, il y avait une étude, par exemple, sur 12 patients. Voilà, c'est des études assez anciennes. Et des patients résistants, donc qui n'étaient pas non plus schizophrènes, à qui on donnait de la clozapine de 300 environ sur 4 semaines aussi. Et il n'y avait en tout cas pas d'aggravation des TOC, mais il n'y avait pas non plus d'amélioration. Donc globalement, voilà, il n'y a pas beaucoup d'études qui tendent à dire que ça n'aggrave pas ou en tout cas que ça peut améliorer les TOC. Alors, au niveau de l'aggravation ou des TOC de novo, donc ça reposerait sur l'effet anti-5-HT2A et anti-5-HT2C. Donc là, on a plusieurs choses. Donc, on a une revue donc, de 2018 donc, qui s'intéressait effectivement donc, à la physiopathologie. Donc, il disait que du coup, la clozapine, effectivement, avait un faible effet D2, D3, donc faible effet anti-TOC. Et donc, ce fort effet anti-sérotoninergique, donc ça baisse le taux de sérotonine. Et en même temps, les récepteurs 5-HT2A, donc la sérotonine agit dessus pour diminuer également la sécrétion de dopamine. Donc, du coup, ça entraîne un effet qui libère la sécrétion de dopamine, en particulier au niveau des ganglions de la base. Excusez-moi. Rien du tout. J'espère qu'on n'a pas un nouveau cluster Covid. Non, on a une asthmatique, surtout. Ok. C'est que je voulais. Non, c'est l'asthme. Tout va bien. Alors, donc de tout. Excusez-moi. Donc, alors, voilà. Et donc, pour terminer, pardon, donc il y a une revue de littérature de 2014 aussi, donc qui regardait effectivement des schizophrènes qui étaient sous clozapine. Alors, on voyait qu'il y avait 20 à 28% qui avaient une aggravation de leur TOC, et il y avait 10 à 18% des patients qui avaient des TOC de novo au bout d'environ 6 mois de traitement par clozapine. Donc, pour en revenir donc à notre patient, donc, il était sous clozapine donc depuis 1998, TOC apparu en 2011. Donc voilà, on peut se poser la question, est-ce que ça a induit ou est-ce que ça a en tout cas aggravé les TOC? Voilà. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette présentation très claire. On voit dans cette présentation qu'il y a un double problème qui est donc, est-ce que le TOC hors schizophrénie, c'est la même chose qu'un TOC avec schizophrénie? Parce qu'il est possible, sur le plan physiopathologique, que les circuits dopaminergiques ou sérotoninergiques soient différents chez les patients qui ont des schizophrénies en termes d'excitabilité dopaminergique, de choses comme ça. Donc, peut-être que le TOC n'a pas le même mécanisme et la même réponse au traitement quand on est dans la schizophrénie ou en dehors de la schizophrénie. Donc, Alexandra nous a bien présenté les données, celles qui sont connues, c'est dans le TOC hors schizophrénie, et donc notamment le TOC résistant. Donc, la majorité des études qui ont été faites, c'est chez les patients qui ont des TOC non schizophréniques et qui ne répondent pas aux ISRS. Et là, on voit que les antipsychotiques sont efficaces et qu'ils sont d'autant plus efficaces qu'ils sont anti-D2, anti-D3. Ça, c'est pour quand il y a eu donc, cette étude faite à Montpellier en 2014, nous avions montré que plus le récepteur D2 ou D3 était inhibé et plus l'efficacité anti-TOC était forte. Et ça semble paradoxal avec une littérature qui, elle, par contre, est extrêmement pauvre, où il n'y a pas de méta-analyse, sur l'efficacité des antipsychotiques sur le TOC dans la schizophrénie, où là, a priori, on aurait l'impression que quasiment tous les antipsychotiques se valent et qui pourraient avoir potentiellement une action anti-TOC. Alors, donc, dans le cas clinique qu'on a présenté, Alexandra a bien montré que ce qui était compliqué, c'est que les TOC sont apparus bien après le déclenchement de la schizophrénie et bien après l'instauration de la clozapine. Donc, la responsabilité de la clozapine est vraiment questionnable sur le plan temporel. Sur le plan physiopathologique, il y a des arguments pour dire qu'effectivement, la clozapine est faiblement antidopaminergique et par contre, elle inhibe des récepteurs sérotoninergiques qui, eux, peuvent déclencher ou aggraver des TOC.
Et donc, il y avait donc plusieurs problématiques dans ce cas clinique. Il y avait la problématique des TOC, la problématique du syndrome métabolique qui commençait à s'aggraver en fait, avec l'augmentation de la clozapine. Et donc, notre stratégie, ça a été de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire déjà diminuer la clozapine parce qu'il y avait un vrai risque épileptogène et des effets secondaires gênants qui étaient apparus, et en même temps proposer une combinaison avec un antipsychotique qui, lui, pourrait avoir une activité à la fois antipsychotique, mais anti-TOC potentiellement. Donc, on a proposé l'amisulpride à faible dose parce que dans les antipsychotiques, en fait, dans la littérature chez les patients qui n'ont pas de schizophrénie, de faibles doses d'antipsychotiques ont montré une efficacité, c'est-à-dire 1 ou 2 mg d'aldol, 100 mg d'amisulpride, par exemple, ont une activité anti-TOC chez les patients TOC résistants. Donc, c'est cette combinaison qu'on a choisi de proposer. Il y aurait eu d'autres propositions qui auraient été possibles. On aurait pu proposer la fluoxétine, par exemple, à forte dose, parce que ça pourrait avoir un intérêt sur le plan métabolique, avec une inhibition peut-être de l'appétit. Voilà, tout est possible. Nous, on a choisi d'arrêter la sartréine sans monter à 200 mg, parce qu'on aurait pu aussi dire, bah oui, mais 150, c'est peut-être pas assez, parce qu'on sait qu'il faut de fortes doses d'ISRS, mais à cause du risque cardiaque, on n'a pas pris ce risque-là, en fait, comme il y avait un syndrome métabolique et un risque d'interaction au niveau cardiaque qui est dans l'AMM de la sertraline. Si on lit l'AMM de la sertraline, il y a l'association qui est déconseillée avec la clozapine en particulier. Donc, sans qu'on en sache le mécanisme précis, d'ailleurs, ça, on ne l'a pas retrouvé à ma connaissance. Donc, voilà, on est ouvert à la discussion. Et si vous avez aussi des questions.